retour des Trois Sorciers, donc comme chaque troisième vendredi du mois. Et pour ce démarrage de cette saison 5 de Smart Bourse, nous accueillons donc Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Louis Cussac, bien sûr, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Romain Daubry, le troisième des sorciers, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être là. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, mes chers sorciers. Et donc on se retrouve pour cette échéance trimestrielle de rentrée. Qu'est-ce qu'on peut en dire après, notamment les secousses des derniers jours? Qu'est-ce que nous donnent par exemple les niveaux de compensation qu'on a eu tout à l'heure à 16h sur le CAC, Romain? Déjà, ils sont quasiment strictement les mêmes que ceux du mois de juillet, par exemple, à 2 points près, puisqu'on a clôturé en hausse ce mois-ci de 1,25% par rapport à l'échéance du mois d'août, qui était à 435, 7435. On clôture à 7528,30. On compense à 7528,30 ce soir sur l'échéance du mois de septembre. Donc, on clôture cette échéance trimestrielle, qui est quand même une échéance importante, avec des comportements qui sont assez différents. C'est ça qui marque le plus entre l'Europe et les États-Unis. Alors, on a l'Europe et à l'intérieur de l'Europe aussi des comportements différents. L'annonce de la dissolution a complètement plombé notre indice parisien et on n'a plus aucun intérêt à Paris. Il y a un cas CAC 40 spécifique. On est loin des plus hauts, contrairement à l'Eurostoxx qui est évidemment par construction entre deux eaux, et du DAX qui est en train de déborder des niveaux techniques et des résistances majeures. Donc on a un comportement déjà très différent au sein de l'Europe. Et puis entre l'Europe et les États-Unis, c'est aussi marquant. Si on regarde donc vraiment du côté de la construction et sur les marchés dérivés, on a connu évidemment les épisodes de volatilité pour des raisons différentes. Il sera intéressant peut-être de revenir sur le cas Nvidia et la construction qui avait à cause du côté spéculatif et de l'énorme position sur option au moment des publications. Mais on a construit dans la hausse et dans le rebond qu'on a connu par rapport au mois d'août, au début du mois d'août sur les marchés américains, de l'intérêt. On a construit avec du soutien. On a connu plus d'intérêt sur les marchés américains. On n'a pas un soutien extrêmement fort. On monte et on repasse en zone d'optimisme. On était, avant les publications d'entreprise au mois de juillet, en zone de complaisance. On se méfiait d'un trou d'air possible. Ça a été confirmé. Les publications ont confirmé ce petit trou d'air. Ça a été gommé. Les stress du mois d'août ont positionné les opérateurs dans un niveau de pessimisme et de prudence. On est passé carrément en alerte plus que rouge vif. Oui, c'est allé vite. C'est allé très vite, mais ça a été le cas. On a touché des niveaux de volatilité et des niveaux de prudence et de protection des portefeuilles qu'on n'avait pas connus depuis longtemps. Et là, on repasse très rapidement à des niveaux d'optimisme sur les indices américains, une volatilité sous les 16, et donc un comportement qui est différent. En Europe, on a connu ce trou d'air dont on a vu que le rebond n'a pas été étayé du tout. On s'en méfiait. Alors c'est difficile quand pendant 3 semaines, on monte régulièrement tous les jours un petit peu, mais qu'on voit qu'il n'y a pas de volume, qu'il n'y a pas d'intérêt du côté des marchés dérivés, qu'il n'y a pas d'initiative. On sait que ce risque est important et on a connu effectivement à la rentrée du mois de septembre un nouveau trou d'air sur les indices européens qui pour l'instant est en balance, mais on n'arrive pas à retrouver du souffle, on n'arrive pas à retrouver de l'intérêt. La position ouverte, et je regarde à peine le CAC 40 qui est vraiment à des niveaux d'intérêt stable, mais moins important que par le passé. Mais même sur l'Eurostoxx, on est à environ 3 millions de contrats futurs ouverts, un peu moins à hier soir. Il sera intéressant de voir ce qui va être reconduit dès lundi, après l'échéance d'aujourd'hui, mais avec une position moyenne qui est plutôt de l'ordre de 3 500 000 contrats au cours des 3 dernières années et qui a déjà été en baisse. Donc on a progressé énormément sur l'Eurostoxx depuis octobre 2022 et octobre 2023, mais toujours avec cette divergence d'intérêt. Et là, on arrive avec un scénario assez ouvert. On n'a pas de pression baissière, ou la petite pression baissière qu'on a connue, elle a été assez rapidement gommée. On a des niveaux de couverture et de la prudence dans les portefeuilles un petit peu plus bas sur des niveaux qu'on a testés, 7250 autour sur l'indice CAC 40, et des niveaux à peu près équivalents sur l'Eurostoxx. Mais on n'arrive pas non plus à créer de relais haussier fort, et comme on le craignait, l'annonce d'hier de baisse des taux, enfin d'avant-hier soir, de baisse des taux aux États-Unis, a créé un petit mouvement haussier, certes, mais qui n'a pas été suivi de relais. J'y vois, moi, beaucoup un élément technique, c'est qu'on approchait de l'échéance des marchés dérivés, et donc des opérateurs qui se sont créés des contre-pieds. On a payé, parce qu'on a franchi des niveaux, comme 4900, un niveau important et un pivot sur l'Eurostoxx, qui a entraîné, pour des raisons d'arbitrage et d'équilibrage des positions, une accélération haussière, mais qui n'était pas étayée. Par ailleurs, sur les indices américains comme le S&P, on arrive sur des niveaux de résistance majeurs, 5730, c'est une cible de long terme. C'est, pour vous donner une gradation dans le marché, là, de dézoomer vraiment énormément, 5730, c'est la cible qu'on fixait à peu près en début d'année. Donc, il y a quelques mois maintenant, donc 9 mois par définition maintenant. Et c'est, à mon sens, le niveau dans lequel on va pouvoir entrer
dans un terme de comportement de marché, en euphorie. Quand on entre en euphorie, ça ne veut pas dire qu'on n'aille pas plus loin. Je pense que le S&P a encore de la place et progresser au-delà de ces niveaux-là, de l'ordre de 10 à 15%, sans problème. Ça n'est qu'une feuille de route, je fais pas de... Mais on franchit une étape. C'est-à-dire, on ne s'est pas retrouvé à ce niveau d'euphorie sur le marché américain depuis peut-être très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Et on a buté contre ce niveau qui est le début de la zone d'euphorie, à mon sens, que j'avais cadré de cette façon-là. Donc on a des comportements assez différents et je pense qu'on va y aller et qu'on va aller chercher des extensions, je vous dis, de l'ordre de 10 à 15% sans problème sur le S&P dans les mois qui viennent. Ouais. Mais là, à court terme, on a un petit hiatus, on arrive sur des tops. Sur les indices européens, on est dans une zone d'incertitude, on a un peu de mieux sur l'Eurostoxx, et sur l'indice CAC 40, on a un comportement et certaines valeurs sur lesquelles on ne peut pas exclure un comportement baissier un peu plus marqué. On a quand même le luxe qui est au plus bas et l'assurance au plus haut. Euphorie ou risque d'euphorie sur le S&P 500, avec un VIX quand même qu'on a vu remonter, qui n'est pas revenu à 10, qui est plutôt entre 15 et 20, même plutôt peut-être 16, 17 aujourd'hui. On peut être en euphorie sur le marché américain avec ce niveau de VIX, par exemple, aujourd'hui. Alors, je précise ma pensée. Quand je dis qu'on met un pied au niveau, quand on frôle la zone d'euphorie, je vous dis qu'au-delà de ce niveau-là, on peut encore progresser de 15%. D'accord. L'euphorie, elle se construit, elle se crée pendant longtemps. Donc on n'est pas en euphorie sur ce marché-là. Okay. Je dis que c'est la zone qui est le début de l'euphorie. En 2022, on parlait c'est le début du commencement de l'entrée dans l'euphorie. Exactement. On parlait en octobre 2022 de peur, puis de scepticisme en 2023, d'optimisme en 2024. Là, on touche des niveaux qui deviennent importants. Jean-Louis. Je suis d'accord à peu près sur tout, sauf sur le niveau d'euphorie, parce que je pense qu'on y est déjà depuis un bout de temps tout de même, aux États-Unis. Alors en Europe, c'est vrai qu'on sous-performe, mais ASML, ça, elle a beaucoup baissé. Le secteur, ça va pas trop. Soitec, par exemple, STM, c'est pas bon. Total, pour le CAC 40, le pétrole est plutôt... Bon, là, il a rebondi, mais il est plutôt un peu bas. Oui. Et puis, LVMH, tout le luxe, ils sont au tapis, parce que l'Asie, c'est difficile, avec la Chine, etc. Et surtout, c'est quoi le moteur éventuel ? Qu'est-ce qu'on a dans le pipeline ? Qu'est-ce qu'on espère ? Voilà, c'est tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, froidement, si on nous dit, je veux investir sur la zone Europe, ok, il faut vraiment se dire qu'on a entamé un processus de baisse de taux. Oui, je veux dire, l'espoir du marché aujourd'hui, il est assez clair. Les banques centrales vont baisser les taux, elles vont continuer de le faire, et elles vont le faire à un rythme, selon le marché en tout cas, assez soutenu. C'est ça l'espoir. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc voilà, il y a ce processus de baisse des taux qui a été donc enclenché avant en Europe. Les États-Unis accélèrent fort là, avec 0,5, puis 2 baisses de 0,25 attendues. Donc tout le monde va dans ce sens-là. Et sinon, on n'a toujours pas de gouvernement, on ne sait pas où on va. Ça c'est grave pour le CAC, ça. Non, mais à un moment donné, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont taxer, quoi. Non, c'est ce que j'écris, c'est sûr. D'accord. Oui, mais on ne connaît pas le résultat de l'élection américaine non plus. Je veux dire, je ne suis pas sûr que la planète marché tourne. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, je ne veux pas minorer, mais... Non, pour les valeurs, la formation ou non d'un gouvernement français, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui change la face des marchés mondiaux aujourd'hui. Pour le CAC, je parle, moi. Pour le CAC, alors, pour le CAc, déjà, je suis d'accord. Il y a eu le risque de gouvernement qui a été un problème. Mais... Non, mais il y a quand même... Rappelez-vous, après l'élection législative, on avait fait une liste de valeurs qui avait un chiffre d'affaires 100% en France jusqu'à 2 tiers. Il y avait des valeurs importantes et les gens s'inquiétaient, ils les ont massacrés. Engie, elle est passée de 16 à 13 et elle est remontée à 16, là, au plus haut historique. Enfin, le récent, en tout cas. Et là, on ne voit pas trop ce qui pourrait, en effet... Moi, c'est ce que j'ai écrit hier soir. Hier soir, je dis, mais bon, ça paye, ça paye. Là, en effet, il y a des facteurs techniques importants, des phénomènes de construction qui font qu'il faut hedger absolument les options vendues. Probablement qu'il y a des ventes. De toute façon, il y a une spéculation qui s'est calmée en Europe et qui est très importante aux États-Unis. Sur les options jours, là, et 1, 2, 3, 4, 5 jours, c'est énorme. Ça spécule énormément.
il y a des contre-pieds. Et Nvidia représente un volume massif Énorme. d'options. On m'a dit jusqu'à 2/3 des options traitées, c'est des options Nvidia. Bien 300 sûr. milliards de positions. 300 milliards De positions d'options au moment de l'application de résultats. Je rappelle que le volume sur le CAC 40 hier, qui était en hausse, c'était 3 milliards. Oui, 100 fois moins, oui. Merci pour cette précision. Non, mais le CAC 40, même plus personne. Non, enfin, au niveau de des gestions, ce qui est les benchmarks, c'est Bah oui. c'est C'est le stock, l'Eurostox, 50, bien sûr. éventuellement, mais C'est normal, 600, c'est des le indices CAC. plus larges. Oui. Mais enfin, bon, LVMH, quand même, c'est une des plus grosses pondérations de l'Eurostox. C'est dans l'Eurostox, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on a une visibilité qui n'est pas très très forte. L'euro est monté et se tient bien encore, mais il a peut-être atteint un petit premier palier. Alors moi, j'étais acheteur depuis un bout de temps, quand même. Alerte sous 1,08 peut-être. Bon, enfin, là, on est nettement au-dessus. Là, c'est pareil. C'est la conséquence de la baisse des taux aux États-Unis. Le dollar a baissé un petit peu. Bon, rien nous prêterait à penser qu'on va vraiment booster sur l'euro. Non, ça va. On va y aller doucement, je pense. Peut-être qu'on aura des accélérations un peu plus tard, mais il y a quand même une incertitude très forte sur l'avenir. Et ce qu'on voit également, c'est une dispersion de performance très forte sur les actions, avec toujours une baisse des taux. Ça devrait quand même profiter aussi aux valeurs un peu fragiles, etc. Mais de toute façon, comme on ne leur prête pas vraiment, il faut trouver des pigeons, des investisseurs. Je l'ai fait un peu exprès, mais vous en doutez. Oui, va voir. Quand même des gens qui ont investi dans des boîtes qui ont tout avalé. Le Russell 2000, visiblement, termine le trimestre un peu mieux que les trimestres précédents. Il y a quand même des secteurs, l'immobilier coté, par exemple, l'immobilier coté, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un secteur qui ne profite pas des baisses de taux aujourd'hui, par exemple. C'est des secteurs à la cave il y a encore 6-9 mois. Vous avez donné un exemple, c'est le Russell. Vous n'avez pas dit les mid et small cap françaises. Non. Là, je parlais, voilà. Non, mais oui, on y revient toujours à la dans même chose. l'univers français, ok. Dans l'univers français, Ok. Bon, on voit les augmentations de capital, comment elles se passent. C'est pour ça, quand je parle un peu de pigeon, c'est-à-dire que le pigeon, c'est aussi celui qui est actionnaire, qui n'a pas de DPS, qui voit passer devant lui une augmentation de capital 30, 40, 50% en dessous du prix coté, et qui se réveille un matin en se disant, mince, je suis dilué, je suis dilué, et mon titre, il s'effondre. Voilà, c'est là où il y a quand même, quelque part, quelqu'un qui se fait avoir et qui se fait un peu pigeonner. Voilà. Philippe, qu'est-ce qui caractérise cette phase de marché et cette échéance trimestrielle de rentrée ? D'abord, moi, ce qui m'a rassuré, réjoui, c'est que l'économie américaine est en bonne santé. Monsieur Powell l'a rappelé, il y a de la croissance, l'inflation, ça s'agit, la consommation est résiliente, donc ça va vraiment très bien. Donc, je vous prescris des antibiotiques en 50 mg. Je vous mets 2 fois 25 d'anti-inflammatoires. Et puis, également 50 ml d'insuline. Mais vous allez très très bien, hein. Ah je vous assure. De quoi ? Il aurait fallu qu'il monte les taux ? Non, mais... c'est merveilleux. Parce qu'il a envie que ça reste comme ça. Il a envie de stabiliser le patient. Alors le patient, je vais vous dire de quoi il souffre. Si je vous dis 380, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous ? Non. Un déficit ? Oui. Montant de la dette ? C'est 380 milliards d'argent de déficit pour le seul mois d'août 2024. Oui. C'est le plus gros déficit de l'histoire. Déficit budgétaire fédéral américain. Plus important que pendant le Covid et le quoi qu'il en coûte. Faites un rapide calcul, c'était 12 milliards de déficit supplémentaire par jour. Nous, on a Bruno Le Maire qui nous a fait ça sur 7 ans par mois. Là, aux États-Unis, c'est tous les jours qu'on rajoute 12 milliards. Donc, si ça continuait comme ça, c'est facile. On serait à 4200 milliards de dettes supplémentaires. Ça ferait 15% du PIB américain. Bon, enfin là, on est dans le sprint final d'une élection présidentielle, enfin, Philippe. Vous savez c'est pour dire que quand c'est pas maintenant qu'on va couper le soutien budgétaire. Oui. J'entends tous les discours. Écoutez, regardez l'économie américaine, quelle croissance à côté de ça. Nous, en Europe, on se traîne. Là actuellement, donc, vous préférez la situation européenne. On est sur 8% de déficit aux États-Unis, donc c'est quand même un petit peu au-delà des 5-6 qu'a la France. Donc si vous faites 8% de déficit et vous créez 2
4% de PIB. Vous avez donc créé $8 pour en sortir 2. Je ne sais pas où est l'exploit. Et vous préférez la situation en Europe, du coup? Au moins, les finances publiques agrégées sont saines. Alors, celles de la France ne le sont pas. Non, mais agrégées zone euro, j'entends. Un peu plus. Mais enfin, non mais, un peu plus quand même. L'année prochaine, ça sera quoi? Ça sera imprimé $10 pour faire $1 de PIB. On verra ce qui se passe le 5 novembre et après, déjà, Philippe. Sérieusement, là. Mais je sais. On est sur la trajectoire du désastre. Imprimer $8 pour faire $2 de PIB, c'est la trajectoire du désastre. Alors après ça, vous construisez tout ce que vous voulez, le narratif, tout va bien, mais je vous dis, là, je sais pas combien de temps les créanciers des États-Unis vont continuer de suivre. Non, mais si, on peut parler de ça, Philippe. C'est quoi le point de rupture pour vous? Parce que cette situation de fuite en avant, de faire rouler la canette le long de la route, comme disent les Américains, ça fait 30 ans ou 40 ans, comme dirait Jean-Pierre Petit, qu'on vit en économie de bulle et que c'est l'état de fait du monde aujourd'hui. C'est écrit dans les cahiers verts depuis très très longtemps. Je minore pas encore une fois le problème. Voilà. Est-ce que le point de rupture, c'est là? Mais on ne le sait pas à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est juste absolument pas tenable. Aujourd'hui, le déficit américain atteint 35 400 milliards. Donc, c'est 10 fois celui de la France. Voilà, tout normal. Oui, non. Mais voilà, bon, c'est pas l'économie américaine, c'est pas 10 fois l'économie de la France non plus. D'accord. Donc là, c'est tout le monde s'extasie, mais parce qu'on ferme les yeux sur l'éléphant dans le corridor. Et puis bon, depuis 3 jours, les taux se sont retendus. Ils ont repris 15 points aux États-Unis. Alors moi, je veux bien les explications. Oui, on est repassé risk on, donc tout ce qui est risk off. Alors voilà, on jette. Mais je me dis qu'il y a un moment... Il y a des gens vigilants sur le marché obligataire qui disent quand même ça vaut le coup de mettre une petite prime sur des taux longs à 10 ans, à 30 ans aux États-Unis aujourd'hui. Et sur l'or aussi. Alors bon, mécaniquement, oui, les taux baissent, donc l'or monte. Mais je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui des gens qui commencent à se dire mais ça n'a pas de sens. Enfin, là aujourd'hui, le S&P, il représente 2,2 fois le PIB américain. Bon... je rappelle l'indicateur Buffett, ça. C'est ça. En 1929, c'était 2. Et en 2000, septembre 2000, cœur de la bulle des dot-com, c'était un 1,95. Alors on est à 2,20. Et tout ça assis, non pas sur une croissance qui était réelle en 2000, parce que les dot-com, d'accord, c'était des bulles, mais enfin, il y avait de la vraie croissance. Là, c'est une croissance 100% à crédit. Donc, je le répète, on est sur la trajectoire du désastre. Mais voilà, l'orchestre joue à tue-tête sur le pont du Titanic, il n'y a pas de problème. Romain, on reparle d'NVIDIA, effectivement, là, les enseignements de NVIDIA, de la réaction de marché, de ce que ça implique pour les 7 magnifiques aujourd'hui dans l'environnement de marché actuel. Oui, bien sûr. Alors, c'était vraiment intéressant techniquement parce que c'est la partie technique et l'aspect technique qui ont joué énormément sur NVIDIA. Moi, je reste quand même... Je veux préciser les choses constructives sur le marché, et notamment sur les marchés américains. Je parle de grandes zones d'intérêt, c'est pour ça que j'ai bien précisé depuis octobre 2022. Je dis qu'on commence... Point bas majeur des indices mondiaux. Ça a mis du temps à se retourner, et de la même façon, pour une euphorie, il faudra du temps à se retourner. Et avec une volatilité à ces niveaux-là, c'est pas le cas. En revanche, là, au moment de NVIDIA, il y a une telle cristallisation sur le titre, au moment de sa publication, des montants d'options, des positions d'options ouvertes pour $300 milliards. C'est colossal. C'était fin août, c'est ça. C'était fin août. Ouais. C'était des courses des étapes, une des haies de la course de haie de la rentrée entre Jackson Hole, Nvidia et les banques centrales. On a passé toutes ces courses de haie là pour l'instant, à peu près correctement sur la plupart des indices. Nvidia, on avait cristallisé en fait sur ce titre-là à tel point que le pari était plutôt haussier et qu'en fait il y avait ce FOMO qui a créé un problème. C'est que la plupart des positions étaient majoritairement à l'achat, pas la plupart, mais la majorité. Et malgré une publication qui était encore une fois au-delà d'un consensus et des publications qui étaient extraordinaires, c'est là où je continue à rester positif et constructif sur le marché américain. Il y a quelque chose qui se passe et je pense que ça commence à ruisseler sur d'autres secteurs. On pourra y venir. Donc, par exemple, l'économie digitale, qu'on oubliait un petit peu. Si on regarde des benchmarks et des paniers de ce côté-là,
tout ce qui porte le nom d'intelligence artificielle, ça stagne, mais tout ce qui est économie digitale, qui va donc bénéficier de ça, c'est un peu des donc c'est la deuxième vague des gagnants, là, qui commence à monter un peu. Qui commence à monter et qui rattrape. On voit que la participation sur l'indice S&P a été plus importante. Et le cas Nvidia, il a été vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre quand tout le monde est acheteur? Vous connaissez le principe sur le marché, il n'y a pas de nouveaux entrants. Et donc, au moment de la publication, ça fait un peu le yo-yo, et puis ça a stagné. Et on s'est dit, mais comment le titre peut baisser avec une publication pareille? Enfin, le quart de ça pour une entreprise normale, on crierait au génie. Donc, mais c'était l'aspect technique. Il a fallu un grain de sable, donc l'annonce d'un probable procès, ou en tout cas d'une enquête sur une trop grosse anti-concurrence. Oui, une position concurrentielle. Il y a un début de regard de l'administration américaine sur la position concurrentielle de Nvidia aujourd'hui. Exactement. Il a fallu un grain de sable pour que on trouve un petit prétexte, entre guillemets, pour dégonfler cette position. Et donc, les paris haussiers ont entraîné le décalage et le mouvement de volatilité qu'on a connu. Mais en fait, Nvidia, elle est dans un grand trading range énorme. 106 en bas, 140 en haut, j'arrondis. On peut même mettre des extensions en bas à $90. C'est gigantesque, mais c'est à la mesure de la valeur. Pour moi, il n'y a pas de retournement de tendance sur le titre. Et encore une fois, il y a encore des choses constructives sur le sujet. D'autant qu'il y a une semaine à peine, je crois, sur une séance avec une conf de Jensen Huang qui dit qu'il n'y a pas de problème de demande. Non, mais Nvidia arrache tout, ça prend 8%, et Nvidia emmène tout le secteur des semi-conducteurs, qui d'ailleurs, je crois, ce jour-là, le seul secteur à monter et à tirer le S&P en hausse. Quoi. Exactement. Et donc sur une séance, on a encore ces mouvements-là. Sur une parole. Sur une parole, oui. Donc c'est pour dire que... Celle de Jensen Huang, en l'occurrence. Oui, mais il avait fait mieux qu'une parole, il avait fait des publications extraordinaires 10 jours avant. Ouais. Donc il y a voilà, ce côté-là, une cristallisation et un aspect technique qu'il ne faut vraiment pas négliger, et qui fait qu'on peut rester constructif. Maintenant, pendant ce temps-là, on n'a pas le même comportement sur les marchés français du tout. Et si on regarde STM, elle est en train de passer sous les plus bas, et elle s'installe franchement sous les plus bas du mois d'août. Et donc, il y a... Pour elle et d'autres titres du CAC 40, le même type de comportement, et donc on a vraiment une divergence. Donc constructif sur les marchés américains. Le cas Nvidia, pour moi, c'est du technique vraiment, et ça reste, à mon avis, à conserver et quelque chose de fort pour la suite. En Europe et en France, il faudra qu'on regarde dans le détail, mais on a des comportements qui sont très lourds. Le secteur automobile notamment. Stellantis sous 13,87, c'est pas bon du tout. Elle avait fait une figure de retournement baissière. La cible, c'est plutôt 10,22 maintenant. Jean-Louis, le secteur auto, je trouve que c'est un bon exemple. Quand le marché se met à pricer la fin du monde comme ça pour un secteur, et Dieu sait si le secteur automobile a vu déjà des pricing de fin du monde. Enfin, je veux dire, c'est régulièrement qu'on voit ça. Il y a des problèmes conjoncturels, structurels, etc. Qu'est-ce que ça inspire en termes de trading ou d'investissement? Est-ce qu'on se dit que tout est dans les cours et que ça devient asymétrique? Ou est-ce que c'est l'idée du couteau qui tombe, quoi? Étant donné qu'en début d'année, tout allait bien et qu'on nous proposait des perspectives très intéressantes, très bonnes, magnifiques... un nouveau monde, quoi. Voilà, l'auto, avec des marges... On va produire des batteries en veux-tu, en voilà. Sauf que pas du tout. Ceux qui fabriquent les batteries, ils mettent la clé sous la porte, et même quand ils demandent des subventions, mais bon, ils en ont moins. Et les voitures électriques ont chuté en Allemagne, je ne sais plus combien. Les dernières immatriculations ces derniers jours, c'était catastrophique. Catastrophique. Les véhicules électriques, c'est moins 70 en Allemagne. Voilà, 69 et quelques. Et donc, Stellantis, par exemple, moi, je sais pas, je vois, ils ont tous les problèmes de la Terre, quoi. Enfin, avec l'airbag et le moteur PureTech, où là, il y a des menaces très importantes. Pour moi, le PureTech, c'est terrible parce que en dehors du fait que les gens, ils vont demander un nouveau moteur, mais ils ont risqué leur vie parce que ça entraîne des problèmes de frein, de ceci, de cela. Enfin, c'est très... Ça fait peur. Tout ça vient s'ajouter aux problèmes de la demande électrique, aux pertes de parts de marché sur des marchés clés comme la Chine, etc. Et en plus, il y a des sujets industriels, alors là, spécifiques chez Stellantis, qui... on rajoute des couches comme ça à chaque fois, j'ai l'impression. Elle n'a pas baissé de moitié... par hasard. Ah non, c'est sûr. Et puis là, quand on voit le marché un peu repartir, elle repart pas, elle ne veut pas. Et bon, on voit d'abord que tout le secteur est très affecté. Quand le marché est reparti hier, il y a eu elle faisait plus 2, puis après le lendemain, elle fait moins 3. Et quand on parle justement de dispersion de performance sur les actions, là aussi, c'est énorme.
La vitesse à laquelle un secteur évidemment. comme ça peut se retourner. Enfin, je veux dire, encore une fois, jusqu'à avril, c'était le secteur leader. Exactement. On en parlait comme un nouveau cycle, une nouvelle vie, une nouvelle histoire pour le secteur automobile, quoi. Faire des perspectives, c'est compliqué. En même temps, il suffit de regarder devant soi, mais là, la situation actuelle, elle est dangereuse, elle est menaçante. Et pour le secteur automobile. Donc, pas envie d'être contrariant avec cette histoire-là, quoi. Je n'achète pas. D'accord. Et je pense que pour digérer cette situation, il va falloir du temps. Je pense que les prix ont largement le temps de se stabiliser avant de repartir, que les moyennes mobiles se retournent. Enfin, sur le plan technique, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Pas de raison de s'y intéresser. Non, pas d'intérêt. Philippe, sur l'auto, et puis je veux bien qu'on reparle aussi, je sais pas, vous avez évoqué le pétrole. Il faut qu'on redise un mot de l'or, peut-être, avec des objectifs, puisque ça devient l'actif qui signe une des meilleures performances, je crois, depuis le début de l'année. Plus 26. Oui. À commencer, ou plutôt terminer avec le chapitre auto. Bon, donc là, Peugeot est confronté effectivement à des problèmes technologiques qui n'étaient pas gravés dans le marbre, puisque en fait, on a découvert les problèmes sur PureTech et Ecotech avec l'usure. Donc il a fallu que les premiers véhicules atteignent les 70-80 000 km pour qu'on se rende compte que l'histoire de courroies baignant dans l'huile, etc., elle se désagrège et là, elle pourrit le moteur. Mais complètement, c'est-à-dire que le moteur, faut le changer. Okay. Et Peugeot a tellement misé sur ce moteur qu'il en a mis dans tous les Peugeot, donc il y a un risque industriel énorme. La 208, la DS, la C3, pratiquement tous les modèles en fait se sont retrouvés avec ce moteur, qui avait d'abord au départ eu plein de prix, etc. Bref, et ça a mal tourné. Donc comme ils ont mis que ce moteur-là, tout le problème, c'est quand on mise tout sur un seul cheval, s'il se casse la patte, on connaît la suite. Bon, ensuite, il y a la transition vers l'électricité où, manifestement, ça ne prend pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez vendre des Tesla, mais vous ne vendrez pas une Chrysler électrique, ce n'est pas l'image. Quand on a un gros RAM, on ne veut pas passer à l'électrique. On veut bien acheter le SUV d'Elon Musk, mais il n'y a rien à faire. Et Jeep, ce n'est pas renouvelé. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la voiture la plus chère. Mais ça se vend plus. Ça se vend plus parce qu'il y a beaucoup d'Américains. On a beau avoir Wall Street au zénith, on a beaucoup d'Américains qui sont en difficulté. Je crois que même en Europe, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Volvo, qui voulait être tout électrique, 100% électrique 2030, a dit, en fait, non, à cet horizon-là, on continuera de vendre aussi d'autres types de moteurs. Mais on entend le discours, mais regardez, en Norvège, ils sont maintenant à 50% d'électrique. Ah oui. Alors d'abord, le carburant est hors de prix, évidemment, parce que... En Chine aussi, ils achètent quand même aussi beaucoup d'électriques. La flotte s'électrifie vite en Chine aussi. Je crois qu'il y a plusieurs millions de voitures électriques invendues en Chine. Il y a des parkings bien sûr, immenses. Chez nous. Pour en revenir à la Norvège et du genre, voilà ce qui nous attend. La Norvège est juste en avance sur nous. Alors déjà, ils ont archi surtaxé le carburant pour dissuader les gens. Et puis surtout, c'est que la Norvège, on n'y circule pas comme en France, en Allemagne, en Hollande, où c'est tout plat, tout droit. La Norvège, quand vous habitez là, au bord des fjords, quand vous revenez à Oslo, quand vous êtes d'une ville à l'autre, soit vous prenez le bateau, soit vous prenez l'avion. Donc une voiture électrique qui a un rayon d'action de 30 ou 40 km, ça suffit. Okay. Donc la Norvège, c'est absolument pas comparable, mais on n'arrête pas de nous seriner qu'on va être comme la Norvège. Non, la géographie n'est pas la même. La Norvège, c'est le pays du monde où on prend le plus l'avion par habitant. Voilà, donc la trace carbone du Norvégien, elle est peut-être pas... il est très vertueux au niveau de sa voiture, mais le Norvégien est celui qui a la plus lourde trace carbone avion. Alors, je referme la parenthèse, et on a parlé de l'énergie. Alors, justement, à propos de l'IA, si je devais miser sur quelque chose, je suis incapable de vous dire en quoi l'IA permet aujourd'hui d'améliorer la rentabilité. J'imagine que des entreprises en tireront des gains. Par exemple, la prospection par téléphone. Moi, j'ai été 2 fois démarché par un robot. Bon, je l'ai cramé à peu près en 20 secondes. Mais voilà, c'est de plus en plus perfectionné. Il entend vos réponses et il embraye sur un truc qui est logique. C'est merveilleux. Mais voilà. Mais je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui comment l'intelligence artificielle, ça va vraiment rapporter. Par contre, les data centers, la consommation d'énergie que ça nécessite. Alors là, moi, si je misais quelque chose, je miserais sur... Si vous avez vu la nouvelle Constellation Énergie aux États-Unis, vient de remettre en route Three Mile Island voilà. pour fournir de l'électricité et de l'énergie à
Microsoft. Eh bien, Microsoft, avec un réacteur très ancienne génération, 900 mégawatts, c'était, tiens, Fessenheim, c'était les mêmes, 900. Bon, bref. Donc, voilà, si aujourd'hui je jouais un secteur, on va à coup sûr avoir besoin d'énergie. Alors, je dirais pas les pelles et les pioches, l'image vue et revue, mais en gros, c'est ça. L'intelligence artificielle, je ne sais pas où ça va générer du profit. Vous savez que ça va consommer. Mais par contre, je sais que on va avoir besoin de kilowatts et même de terawatts. Tiens, justement, en termes de secteur, là, vous avez bien décrit tous l'environnement de marché. Le luxe, l'auto, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, quand même, qui prennent la relève? Parce que le CAC n'est pas non plus à 6000 points. Le CAC reste à 7005. Autour, même un peu au-delà. Donc il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui ont retrouvé de la force, du momentum, Romain? Oui, il y en a. Il y avait évidemment l'immobilier depuis quelques temps et ça ne se dément pas. Il y a encore du potentiel de hausse, à mon avis, sur le secteur. On peut regarder un titre comme Gecina qui a bloqué sous des niveaux de résistance pendant quelques temps et qui est en train de sortir par le haut. Cette idée aussi de la fin du télétravail, en tout cas pour partie, ça peut aussi réalimenter ça avec le phénomène de baisse des taux. Il y a les télécoms. Si on regarde le secteur européen des télécoms, il est resté bloqué sous une résistance 719 depuis 2017. Et là, il en est sorti fin août par le haut, en débordant ce niveau-là. Il y a un potentiel d'appréciation dans un premier temps de 15% et même des extensions possibles sur le secteur aussi. L'industrie fait partie des secteurs forts. La banque reste secteur fort. Oui. Il y a aussi les ressources de base qui ont pas mal réagi récemment et ça rejoint notre pari commun annuel sur les métaux et les précieux et on a vu un mouvement aussi assez intéressant sur le cuivre, le palladium et l'argent qui se confirme. J'ai vu les actions du secteur des ressources de base, c'est pas... Non, mais le panier a très bien réagi hier à la hausse et avec du volume, et on est en bas de range. Aujourd'hui, c'est moins bien, effectivement, mais on a ouvert hier avec un gap, et c'est les minières à surveiller, parce qu'on est sur un bas de range. En tout cas, les métaux en direct, ça fait partie des... Le cuivre, 9006. Voilà. Donc, c'est la résistance. Cuivre, 9006. C'est pas l'objectif, c'est au-delà de 9006. Ah oui, d'accord. On reparle d'une tendance haussière. Comme on disait déjà, un méga trend ou un super cycle, c'est ça, super cycle. Mais l'aluminium, le cuivre, ils sont recherchés pour l'industrie. Et sur l'or, un objectif sur l'or, c'est quoi? Un objectif sur l'or? Je sais pas, si c'est le mouvement de l'année. C'est fait, l'or. C'est fait? Non, mais je sais pas. Je sais pas, on a tout anticipé, la baisse des taux, le dollar qui baisse. Il y a 2650, on est déjà bien payé, quoi. Alors moi je dis... Romain. 2176, le dernier objectif que j'avais, mais je crois qu'il y a des points d'extension au-dessus que j'ai plus en tête. D'accord. 3 000 milliards de dollars imprimés. 3 000 sur l'or. 3 000 milliards imprimés en l'espace de 12 mois. Voilà, ça dévalue complètement le dollar par rapport à l'or. C'est tout à fait normal que l'or prenne 10% face à un dollar où on en a imprimé 10% de plus, avec zéro richesse en face. Small cap, donc, vous le laissiez entendre tout à l'heure, Jean-Louis, si on prend l'univers européen et français, autant dire que ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Et avec ce manque de visibilité, les gérants... il y avait eu un départ avant l'été, moi je me souviens, mois de juin, sur quelques semaines. Oui. Ouh là là, mais on va chercher et dans ce même pas le début du commencement d'un rattrapage, mais quelque chose, quoi. Oui, quelque chose hyper sélectif. Encore une fois, attention. Même là, quand il y a eu un peu l'emballement lundi, là, c'était quand? C'était hier. Après la fête, jeudi. Oui. Avec la Fed, là, en France, par exemple. Moi, j'ai écrit le soir, j'ai dit, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même aussi dans ce mouvement une hyper-sélection. C'est-à-dire, on n'achète pas n'importe quoi. Et la qualité, c'est la qualité qu'on recherche quand même. Non, mais c'est pas que des saletés, c'est pas les saletés qui remontent. Sous qualité. Bon, après, on a vu des Air France qui déclenchent des valeurs un peu... disons douteuses sur le plan, on se pose beaucoup de questions, c'est très politique comme dossier, mais bon, globalement,
des trucs un peu solides. Nexity, par exemple, qui se reprend complètement, enfin, elle construit des bases, elle repart, elle a rebaissé, elle remonte. Virbac, Rexel. Unibail, alors... dans d'autres ouais. dans d'autres Dans secteurs, d'autres il y a pas mal de Enfin, Virbac, Rexel a fait des sommets, hein, oui, c'est ça. Ouais. Bah, il y a une rumeur d'opération. Aramis. Oui, bien sûr. Aramis dans un secteur différent. En Auto revanche, ouais, auto, mais Esquerre. d'occasion. Là, effectivement, Imeris qui réagit sur des niveaux. Même Ouais. sur les énergies Ça tient. renouvelables, ça bouge un tout petit peu. Mais je ne suis pas sûr que justement les secteurs qu'on décrivait là soient de nature à être suffisants pour refaire payer Pour tenir. l'Europe et faire tenir tout le marché. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un problème. Le luxe, et si on regarde des benchmarks, moi j'ai quelques valeurs benchmarks comme ça, sur Hermès, Ouais. encore des cibles baissières qui sont un peu plus basses, 1675. On a Donc c'est peut-être pas le point bas sur le luxe, là. Pernod Ricard, non, peut-être pas. L'Oréal, j'avais envoyé au mois de mars une grande figure de retournement baissière, personne n'y croyait vraiment. Moi-même, je trouvais que les cibles étaient basses, mais il y a encore une dizaine de pourcents de baisse probable possible sur L'Oréal, malgré le parcours baissier depuis le mois de mars. Il y a Pernod Ricard, 116, fourchette de prix qui est un peu plus basse encore une quinzaine de pourcents de risque de baisse. Hermès, je vous disais 1675. Et il y a Airbus qui est dans un range, 128, 142. Si elle casse ce range-là, c'est une quinzaine de pourcents de moins. Et ça, c'est le résultat possible avec des figures de retournement baissier importantes. Donc on a un contexte comme ça qui est compliqué pour un indice européen, enfin les indices européens qui sont un peu en sous-performance et dont le risque d'accélération baissière plus marqué est important. 7250, ça reste vraiment un niveau à préserver sur le CAC 40. En dessous, on a un vrai risque de twist baissier. Ok. Bon, moi, sur le CAC, je suis vendeur. comment on navigue dans ce marché-là? Moi, je suis vendeur sur le CAC. Ok, tout. Et j'ai Jusqu'à gardé... combien? Jusqu'à quel Alors, niveau? C'est surtout... Oui, alors, l'infirmation, c'est 7750 franchis. Ok. Alors, au début, on n'était pas loin. Hein. On l'a. On a clôturé à 7005 ce soir sur le cash. Mais on a fait plus... J'y suis depuis le mois de juin, donc depuis qu'on avait cassé un peu avant. Alors, on l'a approché, on est reparti à la baisse. Alors, il y a une grosse volatilité de prix, hein, c'est sûr, mais... après, évidemment, on fait des ajustements, c'est-à-dire qu'on ne vend pas tout en bas, mais on essaye de... parce qu'on ne voit pas non plus de catastrophe à venir. Il ne faut pas exagérer, même dans le dernier mouvement. Hein, je disais peut-être 7004, 7350, ça peut tenir. D'ailleurs, ça a tenu. Et donc, je vais plutôt avoir tendance à vendre entre 7006 et puis 7007, par exemple, jusque-là, quoi. Donc, voilà. Mais globalement, si vous voulez, on reste sur un signal baissier long terme et avec à court terme des biais un peu haussiers parfois, mais on voit quand vraiment les marchés sont verrouillés comme ils l'ont été hier par exemple, où on part le matin point bas, on monte, puis au bout de 2-3 heures on voit que partout ça monte sans retracer, et là on vend le rebond quoi d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. On voit cette phase qui se met en place et c'est verrouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de et là c'est l'algo là, c'est le funiculaire. Ouais, voilà. Et on voit des mouvements. Alors là, on fait attention, mais bon, globalement, c'est baissier non affirmé, avec un biais neutre, puisqu'on fait du surplace depuis le mois avec des points bas. Alors, il vaut mieux, quand on va chercher le point bas, être sur un signal de vente, parce qu'au moins, on n'a pas acheté, quoi. Et en tout cas, en ayant vendu, on a vu plutôt de la baisse plutôt que de la hausse, puisqu'on n'a jamais repassé le niveau. Alors, sur le DAX, c'est toujours acheteur. Mais le DAX, c'est compliqué parce que les gens, ils ne se rendent pas compte de l'impact des dividendes. Ouais. Quand ça monte, c'est pondéré. Il y a une pondération aussi des dividendes. Il faut faire attention à tout ça. C'est pas bon de regarder le DAX tel qu'il est, comme ça, DAX 40, il faudrait le voir différemment. Donc, bon, on va... L'Eurostoxx, bon, mais lui, alors c'est pareil, il est entre les deux, considérant que le CAC a impacté l'Eurostoxx. Bon, on va dire que l'Eurostoxx est neutre, on va dire. Bon, c'est vraiment neutre. Et puis, le marché américain, c'est toujours haussier non affirmé. Alors, la rupture, moi, j'avais proposé 7350, et la fois dernière, on a fait 5004. Et dans la dernière baisse, là, 5000 sur le oui, SP500. pas 7000, 5000, 5000, ok. SP500. 5350. J'ai dit ça? Oui, mais tu disais 7005. 7000. Ah non, alors 5400, c'est le niveau important. 5350, c'est le niveau, si ça casse, pour moi, de retournement, ou au moins de neutre biais baissier. Et puis après, c'est 5180 ou 5100 et quelques. On a fait 5004 et on a rebondi violemment. Là, c'est encore une fois, ça aussi, ça a amené un contre-pied violent avec des effets collatéraux, des rachats de short comme on a vu hier. Mais avec un peu de soutien sur les marchés américains. Pas ou peu chez nous. Et ça, c'est vraiment le problème. Nous, on est resté mou.
Alors, le DAX, c'est du miracle. Enfin, jamais l'état de l'économie allemande n'a été aussi mauvais depuis 2000, 2003. Les réformes Schröder, Volkswagen va fermer des usines, Mercedes, BMW, ça envoie des warnings, les usines chimiques ferment, enfin... Et ça booste. Alors, il y a deux solutions. Alors, soit déjà depuis début juin, il y en a qui sont sortis du CAC, qui sont dit... Qu'est-ce qu'on fait du DAX? Ouais, se mettre un peu sur le DAX, les taux vont baisser, je vais remettre un petit peu d'immobilier. Quand vous voyez le parcours de ces secteurs-là, c'est totalement décorrélé de la réalité présente, de la réalité à fin 2024 et voire probablement à 2025. Donc, il y a peut-être eu de l'arbitrage. Et l'Allemagne, je dois le dire, c'est un événement qui est assez peu commenté, mais aujourd'hui, ses performances à l'export sont inférieures à celles de l'Italie. Oui. C'est quand même incroyable. Oui. Non, mais voilà dans quel basculement on est. Ils vendent des voitures et des machines-outils, donc oui. Donc là, des Ferrari notamment. Non, mais l'Allemagne aussi vend des voitures et des machines-outils à la Chine. L'Italie a un mix commercial un peu différent. Ouais, mais peut-être maintenant un spectre plus étendu. Très intéressant. Donc l'Italie, c'est peut-être le pays, si on me disait, voilà, avec la fourche au creux des reins, mets de l'argent quelque part, peut-être que c'est là que je le mettrais. Et effectivement, je tenterais un gros short sur l'Allemagne, en me disant quand même qu'il y a des petits malins qui attendent que je me mette short pour me retourner. Sauf que moi, là, j'ai un petit peu de temps devant moi, je spécule pas la semaine. Donc... je suis pas trop inquiet quand même. Acheter les poutres. Achat de poutres. Voilà. Volatilité à décembre, on a 13 à peu près. 13. Le dernier chiffre que j'ai eu sur l'Italie, donc c'était l'émission obligataire du Trésor italien de BTP. Je crois qu'ils ont levé, je sais plus, 7-8 milliards. Il y a eu 100 milliards de demandes. Et là, les taux... gens qui achètent l'Italie aujourd'hui. Oui, les taux sont remontés. Là. OAT Bund, ça a repris 10-12 points. L'Italie, les BTP, ils ont pris ça 5-6 points. Oui. Merci messieurs, on se retrouve dans un mois pour la prochaine échéance. Merci d'avoir été avec nous, les trois sorciers de Smart Bourse. Vous le savez, Romain Debry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchat de la Bourse au quotidien et les Éconoclastes.